Bonjour Franck Bouys et merci de m'accueillir chez vous et je vous souhaite bienvenue chez moi, hein, c'est un peu particulier. Et donc je vais vous poser trois questions que j'ai posées aussi aux autres participants de cette table ronde devenue virtuelle, qui tournent autour du thème évidemment de la situation présente telle qu'elle peut être vue par un écrivain et du thème bien sûr pour la dernière question des assises. Ma première question, c'est la suivante, c'est en ces temps de crise due au Covid-19, règne une situation de huis clos généralisée. On sait que cet état, et les contacts que j'ai eus avec des écrivains, surtout au début d'ailleurs du confinement, le disent, que cet état rêvé de l'écrivain entraîne pour beaucoup d'autres gens des effets pervers, l'ennui, l'alcoolisme, les violences conjugales, le laisser-aller. Alors, comme la situation de huis clos, on le sait, constitue une sorte de discipline que beaucoup de romanciers s'imposent à eux-mêmes, comment peuvent-ils comprendre qu'elle puisse constituer un cauchemar pour les autres? Bonjour, d'abord. Bonjour. Bienvenue chez moi en Corrèze. Euh, cette période particulière, en fait, moi, c'est très bizarre de la façon dont je la vis, en fait, parce que j'étais en pleine écriture, je terminais un roman, et en fait, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. J'étais pas tellement en contact avec le monde extérieur, euh, et j'étais enfermé justement dans ma tête pour pouvoir déployer l'univers romanesque. Donc c'était un petit peu particulière. Alors pardon, la fin de votre question, s'il vous plaît? Non, mais la fin de ma question, c'était comment les écrivains qui s'imposent à eux-mêmes, comme vous venez de le dire, Mmh. d'ailleurs, une situation volontaire de huis clos, peuvent-ils comprendre que ce huis clos puisse aussi être un cauchemar pour les autres? Ouais, alors ça j'ai un peu de mal en fait, parce que, j'ai un peu de mal parce que c'est quelque chose qu'on recherche tellement et pas que les écrivains. On est toujours en train de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps, qu'il faut être dans le moment présent et cetera. Mais en fait, une fois qu'on est confronté à ce temps-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien souvent, on est face au désœuvrement quand on n'est pas armé. Et c'est là où la force alors pas que de l'écrivain, hein, de l'artiste en général, du peintre, du sculpteur, etc. Il a tellement il s'est fabriqué tellement d'univers en latence, de mondes comme ça qui ne demandent qu'à s'épanouir, que ça ne, ce petit réduit là, ce petit réduit temporel, parce que 2 mois, c'est pas grand-chose, 3 mois, c'est pas grand-chose, 4 mois, c'est pas grand-chose. Euh, Moi, je le considère, hormis bien sûr tout ce qui se passe autour, tous les malheurs qui peuvent se passer autour de ça. Mais quand on a la chance d'être bien portant, d'avoir un chez-soi, d'avoir bon sang, il faut laisser exprimer tout ça, il faut laisser sortir des choses qu'on a en soi. Euh, et donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être désarmé. J'ai du mal quand on est écrivain, ça j'ai du mal à le comprendre. Mais peut-être aussi parce que j'ai une discipline. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que je sois en période de confinement ou pas, je me lève extrêmement tôt le matin, je commence à lire à 4-5 heures du matin et je me mets à écrire quand le jour se lève. Et j'ai toujours fait ça en fait. Donc, alors j'ai la chance d'être en pleine campagne. Voilà, je peux effectivement aller me balader si j'ai envie. Il n'y a personne, j'ai pas de voisins autour de moi, à part des moutons et des ânes et quelques chats. J'ai personne à contaminer, personne qui me contaminera. Mais, euh, mais enfin, voilà, cette discipline-là, je l'ai gardée et j'ai toujours le même bonheur en n'importe quelle période. J'ai toujours ce même bonheur-là je me colte à l'écriture vraiment. Ouais, c'est ce truc-là d'avoir la chance d'avoir ce temps-là.
Et Buran Somnes disait que ce qu'il y avait de dur, mais lui, effectivement, il est dans une ville extrêmement peuplée, Istanbul, disait que ce qui changeait les choses, c'est que le confinement a été un petit peu imposé, obligatoire, et que du coup, il n'avait pas la volonté, la possibilité volontaire de rejoindre le monde extérieur. Est-ce que c'est pas ça, vous le ressentez moins, bien sûr, à la campagne? Une forme de révolte, ça. Oui, oui, oui. Mais il ne faut pas se tromper de révolte, il ne faut pas se révolter contre soi-même. Alors, Donc, non, non, j'ai pas de. Mais oui, mais moi, je vis pas en pleine ville, mais je comprends ça, quoi. Je comprends mille fois, évidemment. C'est pour ça que je mets plein de réserves à ce que je dis. C'est qu'on ne peut pas le vivre tous de la même façon. bien sûr. Euh, mais en tout cas, il y a pas vraiment de différence. Et puis, voilà, il y a tellement j'ai tellement de merveilleux auteurs autour de moi où alors, j'aurais dû faire aussi pas mal de rencontres dans cette période-là, évidemment, comme beaucoup d'auteurs. Et donc, j'ai encore plus le temps de lire. Et ça, c'est formidable aussi. C'est-à-dire des auteurs que je n'avais pas pu approfondir, je n'avais pas pu aller au bout de leur œuvre, etc., ou de relire des choses. Et là, Par je le fais. exemple? Ah ben là, j'ai une grande période sud-américaine Ah oui, et ah oui. portugaise. Voilà, j'ai lu tout Sabato, Ernesto Sabato, Lobo Antunes, portugais. Là, je suis en train de lire Fils de l'homme de Roi Bastos, qui est un extraordinaire livre. Je lis Borges, voilà, j'ai relu l'Odyssée. Voilà, j'avais mis des choses comme ça de côté. Je lis beaucoup de poésie. Voilà, Mallarmé m'aide Oui, oui, oui. à mettre à hauteur. Voilà, Très bien. Alors, ma deuxième question, elle part d'une remarque du critique Thomas Pavel, qui a écrit un beau livre qui s'appelle La pensée du roman, peut-être vous le connaissez. Et pour lui, la littérature crée un laboratoire fictif dans lequel il est possible de mettre en scène les aspirations d'un individu, d'une communauté, aux prises avec la nécessité d'accomplir un idéal moral, quelle que soit la réalité vécue, qu'elle soit tragique ou ordinaire. Alors, la mise en scène de trois des livres de notre table ronde, des auteurs qui composent notre table ronde, propose effectivement aux lecteurs de tels espaces laboratoires. Alors, une voiture où voyage un couple pour Imam Monceau, une prison souterraine stambouliote, et chez vous, peut-être le château où Rose est séquestrée dans Né d'aucune femme. Quelle sagesse, à votre avis, de la littérature particulière porte, selon vous, l'élaboration d'un huis clos fictif? sagesse, oula, je ne sais On pas. dit, on parle de la sagesse de la littérature. Ouais, ouais, je ne sais pas si ça s'agir plus de la sagesse que de remuer, quoi, de bousculer, en fait. Après, on verra bien ce qu'il en ressortira de tout ça, mais la littérature, c'est avant ça, c'est aller en territoire inconnu. Autant dans la lecture que dans l'écriture, vous savez, il y a cette très belle définition de ce qu'est l'écriture. Écrire, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. Alors, on est loin de la sagesse, là, évidemment. On est dans quelque chose qui est en train de s'écrire. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc, c'est même pas un laboratoire, c'est même pas il y a rien, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de paillasse, ni quoi que ce soit. Il y a rien. Il y a quelque chose il y a des odeurs, il y a des sensations, il y a des mots qui arrivent comme ça, il y a des voix, et ça se construit comme ça. Et après, je ne sais pas s'il y a une sagesse à tirer de ça, s'il y a une morale à tirer de ça ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité, pour le coup, dont vous parliez. La nécessité d'aller au bout de quelque chose dont on ne sait rien, de quelque chose qui ajoute à votre vie. Parce que ça ne suffit pas. Si on écrit, si on peint, c'est parce que la vie ne suffit pas. Et, et, et après, c'est au lecteur de tirer les conclusions qu'il souhaite. Moi, quand je termine un livre, je ne sais jamais ce que j'ai voulu faire. Je ne sais jamais. Et souvent, c'est en discutant avec des lecteurs, lors de rencontres, etc.,
ils me font comprendre, en fait, où je me suis rendu, en fait, sans avoir d'idées préconçues. Mm. Voilà, je parlais de Sabato tout à l'heure et de cet extraordinaire livre là, qui s'appelle L'Ange des Ténèbres, où il dit ça, justement. Voilà, il faut pas voilà, je me méfie des sujets et des idées, en fait. Voilà, Mm. Il y a quand même chez vous, dans votre univers, il y a à la fois évidemment les grands espaces de la campagne, mais aussi ce goût, et qui est aussi un goût littéraire, pour les endroits petits, les enclos. Vous êtes un amateur, vous avez bien raison, de Faulkner et de Yoknapatawpha. Donc, et vous dites que c'est par le territoire qu'on accède à l'universel. Alors, c'est ça votre, comment dire, l'usage que vous faites de l'enclos, du huis clos. ouais, c'est ça. J'ai rencontré deux types de grands écrivains. Il y a ceux qui vous offrent le monde, et puis ça, il y a un peu comme Balzac, il vous prend comme ça. Vous êtes dans le monde, vous êtes dans un pays, vous êtes dans une région, vous descendez comme ça, vous êtes dans un château, vous êtes dans une pièce, et le livre se termine une fois que vous êtes dans la pièce. Mm. Et puis il y a Faulkner, et puis il y a Shakespeare, et puis il y a Giono. Ils vous prennent un petit timbre-poste, ils vous, prennent, ils vous donnent à voir comme ça une scène dans un petit village, près d'un étang, etc. Et ils vous ouvrent l'univers. Moi, je suis plutôt de ce, en toute proportion gardée évidemment, mais voilà, c'est ce que j'aime. Voilà, la littérature peut se prendre par les deux bouts de l'entonnoir. Moi, je le prends par le côté le plus restreint, et j'essaie comme ça de déployer des passions universelles, hein, parce que euh, finalement l'endroit, le lieu, etc. Moi, j'y suis né, je connais ces grands espaces-là, où justement les gens, malgré les grands espaces, sont terriblement confinés dans leur tête, Mm. parce que la parole n'est pas libérée, parce qu'ils parlent mais ils ne disent pas. Oui, Oui, vos héros sont souvent des taiseux, oui. oui, c'est ça, mais ils sont parfois bavards, ces taiseux. Vous voyez, mais ils parlent, mais ils ne Mm. disent pas les choses. Il faut les deviner, ou pas. Et comme il est très difficile de deviner ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, mais on interprète. Mm. Et souvent, les interprétations conduisent à des trahisons, des mensonges, etc. Ce qui peut faire de bons romans. Alors, la clôture du monde peut être aussi vue comme une protection contre les agressions venues de l'extérieur, mais aussi comme le symbole d'une maîtrise totale, hein. Ainsi, le sociologue allemand Hartmut Rosa déplore que la modernité vise à rendre le monde intégralement disponible et lui ôte du même coup son caractère inattendu, sa résonance, en fait, comme si on transformait toute la réalité en un vaste huis clos. Alors, il y a dans la littérature des huis clos charmants et positifs, celui des îles cher à Rousseau, ou de la communauté de Clarence dans la Julie ou la Nouvelle Héloïse, où tout le monde se délecte de l'entre-soi, de la transparence de l'entre-soi. Et puis, il y a aussi le huis clos effrayant, celui du labyrinthe, du terrier de Kafka. Quel est le type de huis clos qui vous inspire le plus? Ah ben, celui de Kafka m'inspire beaucoup. Mais parce que enfin, le huis clos, le seul intérêt du huis clos, c'est de s'en évader. Oui, oui, oui. C'est pas l'intérêt. C'est tout l'espace romanesque, il est là. Mm. Il est dans, dans le, dans le déploiement c'est Icare qui sort du labyrinthe. Quoi. Comment on Mm. s'échappe de ça. Et c'est pour ça que quand je commence en fait à écrire un livre, il y a toujours, il y a toujours j'y réfléchis il n'y a pas très longtemps, il y a toujours une scène très confinée. C'est Gus dans Grossir le ciel qui est dans sa cuisine et c'est la neige autour, on sent ça, c'est rose, voilà, évidemment pour une toute autre raison. Et en fait, tout ça, c'est ce qui permet justement d'accéder à une autre dimension, la dimension du roman. Où Mm. là, justement, c'est pas la réalité qui est importante, c'est la vérité de l'auteur. Parce que la réalité, ça n'existe pas. La réalité, elle n'est pas la même pour vous et pour moi. D'accord. Par Mm. contre, en revanche, je ne sais pas, si on voit un accident, on se revoit une semaine après, on n'aura pas vu la même chose. Vous voyez. Oui, Alors oui, oui. que, ouais, c'est ce truc de Blanchot là qui formidable. Il disait le souvenir, c'est la liberté du passé. Voilà. Et bien, c'est un roman, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces souvenirs-là. Qu'est-ce qu'on Mm. fait de
qu'est-ce qu'on fait? Voilà, l'espace littéraire, il est là. En fait, dans ce qu'on peut, pardon, il est dans ce, juste, j'ai oublié ce que je voulais dire. Que l'espace littéraire était là dans ce, Oui, dans cet enclos. dans ce no man's land là, qui est, où peuvent se révéler justement, où on peut disparaître justement, où on peut, voilà, rejoindre en sa nuit l'origine aveugle de l'œuvre, voilà, rejoindre en sa nuit. Ça, je trouve Oui. ça. Et après, on ne sait pas. Moi, j'ai toujours ce truc-là c'est-à-dire qu'on ne devient pas l'histoire, on ne devient pas les personnages, mais c'est eux qui prennent possession de vous. Vous prêtez, vous prêtez votre main, votre peau, pas votre tête, mais vous prêtez votre main. Mais, et c'est très troublant, c'est-à-dire que tout ça, ça devient en fait, ça devient votre vérité d'auteur, auquel les lecteurs accèdent, ils y accèdent ou pas, ils l'acceptent ou pas, c'est pas important ça. En tout cas, vous avez été honnête, c'est-à-dire que vous êtes allé au bout de vos intentions. Et alors, je vous pose la question qui est la question du thème des assises de cette année, l'incertitude, qui est finalement un thème d'actualité. L'incertitude modifie-t-elle, selon vous, les cadres de la pensée et de l'expérience? Qu'est-ce qu'elle révèle? Que peut la fiction? Comment joue-t-elle elle-même avec différents niveaux de certitude et d'incertitude? Et au fond, quels savoirs naissent de l'incertitude? Ah ben, l'incertitude, c'est le lot c'est mon lot au quotidien, moi, de romancier. J'écris dans le doute. La seule différence, c'est que au fur et à mesure, je commence à prendre un petit peu d'âge, j'ai écrit quelques livres, je prends confiance en mon doute petit à petit. Mais c'est moi, je n'ai pas envie de marcher à l'intérieur des terres. J'ai envie de marcher au bord de la falaise. J'ai pas envie de tomber, hein, mais j'ai envie de Oui. marcher là. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire je sais pas s'il y a des corps en bas, si, si mes personnages vont tomber dedans, si je vais les retenir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce doute-là, cette incertitude-là de où ils vont me mener, ça c'est fondamental. C'est un moteur qui vous broie les tripes par moments, qui vous réjouit à d'autres. Mais c'est ça. Donc l'incertitude, elle est, moi c'est quelque chose, c'est une compagne, c'est ma compagne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu si généreusement et amplement à toutes ces questions. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en chair et en os, parce que rien ne remplace cela quand même. Et je vous remercie. Et Alors, merci à vous, c'est un plaisir et j'espère bien qu'on aura l'occasion de se rencontrer effectivement.